Bonjour les amis, nous allons aujourd'hui parler du film, plutôt du long métrage d'animation, Le Garçon et le Héron, réalisé par Hayao Miyazaki. Alors le pitch, après la mort de sa mère, suite à l'incendie de l'hôpital où elle séjournait, Mahito, un jeune garçon de 11 ans, s'installe avec son père à la campagne. Là, il fait la rencontre d'un héron cendré qui semble vouloir l'aider et le guider. Bon, Le Garçon et le Héron est le 12e long métrage d'animation réalisé par Hayao Miyazaki, qui a eu fêté ses 82 printemps il n'y a pas longtemps. Bon, écoutez, malgré l'adulation autour de ce respectable et respecté monsieur, je vais quand même me risquer à le dire, Le Garçon et le Héron est totalement raté. Alors, une armée de Japan Freaks doit être en ce moment même en train de se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce vieux daron il aime pas les animés, il est trop vieux, il a jamais été voir les Sakura, et je parie qu'il aime pas les sushis. » Stop. Je le rappelle, un film doit être apprécié comme une entité individuelle et non pas par rapport à son rattachement à une œuvre quelle qu'elle soit. Voilà. Précision numéro 2, j'ai déjà vu des films, des longs métrages de Monsieur Miyazaki, j'ai vu Pogno sur la falaise, j'ai vu Le Voyage de Totoro, j'ai vu Princesse Mononoke et j'ai vu Le Voyage de Chihiro qui selon moi est son meilleur. Alors tout ça ne fait pas de moi un expert absolu, loin de là, mais pas non plus un béotien total. Voilà. Alors le Garçon et le Héron entretiennent une parenté évidente avec Le Voyage de Chihiro, de par son postulat, un adolescent face à sa solitude et par l'irruption d'un univers délirant. Mais en l'état, Le Garçon et le Héron constituent selon moi le négatif parfait du Voyage de Chihiro. Voilà, le contre-exemple absolu de ce qui faisait la réussite du film précédent. Parce que Le Garçon et le Héron est un bordel absolu. Voilà, un foutoir mal rangé d'idées qui n'ont aucun lien les unes avec les autres, un étalage d'imaginaire certes foisonnant, mais empilé sans aucune volonté de nous raconter quelque chose. Voilà. Alors certains m'objecteront que le Voyage de Chihiro s'opposait un peu là en matière de délire ininterrompu. La différence majeure, c'est que ce Miyazaki-là dépeignait certes un univers fantasmagorique, mais totalement cohérent. Voilà, la jeune fille du titre se retrouvait confrontée à un univers fantastique, mais totalement cohérent. Un univers qui la dépassait, mais qui était régi par certaines règles qu'elle finissait d'ailleurs par accepter, ce qui constituait d'ailleurs le cœur du film. Dans Le Garçon et le Héron, le jeune garçon n'est surpris à aucun moment par l'irruption du fantastique, jamais. Un héron qui parle, so what? Voilà, et ça met d'emblée le film sur des rails défaillants, et jusqu'au déraillement total d'ailleurs. Et pourtant, le début du film, qui alterne grand spectacle et intimisme, est très prometteur. Et on se dit que le vieux maître va peut-être choisir de nous raconter une chronique simple et émouvante sur l'adolescence troublée. Que nenni! Parce que pour ce qui est du Voyage de Chihiro, le film commençait vraiment quand la jeune fille découvrait ce monde incroyable. Alors que pour Le Garçon et le Héron, le film s'éteint totalement à ce moment précis. Pour laisser place à une suite de scènes incongrues où Miyazaki étale l'intégralité de ses obsessions habituelles. Grand-mère à gros pif, petits esprits volants et kawaii, pouvoir de l'eau et de la mer, et on rajoute des nouvelles, notamment avec cette fixette sur les volatiles, perruches, pélicans et hérons. Voilà, j'ai pas compris la symbolique. Mais que voulez-vous, je ne suis qu'un gros rustre, un gaijin si vous préférez, et je m'en bats les reins. Voilà, je suis venu voir une œuvre, pas la décoder pendant 2 heures. Alors cet empilement non-stop d'éléments bizarroïdes pourrait à la limite être un peu supportable si elle contenait un peu de liant, s'il y avait quelque chose qui faisait un peu sens dans la globalité du récit. Ici, on a une succession de scènes qui ne se répondent jamais entre elles. Voilà. Miyazaki se fait sûrement plaisir. Il purge les tréfonds de son imaginaire et le couche sur dessin.
Voilà, démerdez-vous avec ça, quoi. Et on se retrouve en fait en plein Camoulox géant. Voilà, à titre d'exemple, je vous décris une scène qui dure à peu près 1 minute 15. Le héros se retrouve dans un autre monde, dans la barque d'un pêcheur avec qui il vient de faire connaissance. Ils pêchent tous les deux un poisson géant, ils vont le découper, ils vont sortir ses entrailles pour les donner à manger à des petits esprits donc qui volent, parce que si ces esprits ne mangent pas les entrailles, ils ne peuvent pas voler. Et alors qu'ils sont en train de voler pour aller dans notre monde, des méchants pélicans les attaquent et les mangent. Surgit une jeune femme sur un nouveau bateau qui leur balance des boules de feu pour faire fuir les pélicans, et ce faisant brûle aussi quelques petits esprits, mais apparemment c'est pas grave. Et pendant ce temps-là, notre héros est kidnappé par des perruches géantes qui veulent le tuer et le manger. Voilà, là c'est 1 minute 15 de film, multipliez ça par 120, et vous avez une idée de la pénibilité de la chose. Voilà. Alors rassurez-vous, Miyazaki n'est pas devenu totalement fou, je pense qu'il est juste devenu un petit peu cynique. Car aux collaborateurs éventuels qui ont essayé de l'arrêter, ou du moins lui suggérer qu'il partait un peu en sucette, et aux gens comme moi qui vont subir ce truc, il leur répond indirectement dans le film, grâce à une phrase qui est accrochée au-dessus de la porte, du portail qui sépare deux mondes. Hein, donc la phrase c'est « Ceux qui cherchent à savoir périront ». Voilà, alors je confirme, j'ai péri d'ennui, et puis pour ce qui est de savoir, je ne sais toujours pas parce que je n'ai rien compris. Voilà, comme tous les gens présents dans la salle, y compris la petite frange de fans purs et durs, qui préféraient mourir sur la torture plutôt que de reconnaître qu'ils se sont emmerdés comme tout le monde. Alors voilà, le totem d'immunité est clairement énoncé, et Miyazaki nous dit en substance, je suis un artiste, je fais ce que je veux, et je vous emmerde. Et à la limite, pourquoi pas? Et d'ailleurs, je pense que le box-office mondial lui donnera une fois de plus raison, et que les fans hardcore de la première heure continueront à suivre. Voilà, en tout cas, pour cette fois. Donc voilà, c'est d'autant plus dommage que techniquement et au niveau de la facture artistique du film, c'est très beau comme d'habitude. Voilà, l'animation des personnages est parfaite, tous les arrière-plans de forêt, etc. ressemblent à des tableaux impressionnistes. C'est assez magnifique en soi, mais voilà, au service de rien. Alors certains disent que ce serait le film testament de Miyazaki, qui, je le rappelle, a 82 ans. Si c'est le cas, tout ce que je peux dire, c'est qu'au moins lui s'est fait plaisir, lui. Voilà, nous moins, mais lui oui. Et voilà, bon, donc en termes quitte à rester dans le domaine des plaisirs solitaires, je l'aurais plus imaginé, vous voyez, un béret sur la tête, en train de peindre des paysages dans la campagne française, tranquillement dans son coin. En tout cas, pour ce qui est du cinéma, ça sera maintenant sans moi. Alors je vous rassure, je pense qu'il s'en remettra. Hein. Voilà, bon bah écoutez, je pense que je vais prendre des sauts de merde de la part de tous les défenseurs du film. Ou alors à débattre avec eux, parce qu'il paraît qu'on débat dans nos sociétés civilisées, et que ça peut même être intéressant. Donc je suis ouvert à toutes vos remarques et suggestions. Voilà les amis, bah écoutez, moi je vous dis continuez à aller en salle. Je reviens vers vous certainement pour la critique du Napoléon de Ridley Scott. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!